Ok, eh ben super. Bonjour à tous. Déjà 30 personnes de connectées, c'est vraiment génial. Deuxième visio conférence du club. On a essayé de mettre en place un format un petit peu différent cette fois-ci que juste un cours théorique où c'est Thomas de Golemin qui fait un monologue pendant 1 heure. Le but, ça a été de réunir quelques questions par un formulaire pour que on puisse, l'équipe d'instructeurs, se passer la parole et répondre aux questions les unes après les autres. Donc le formulaire, on va le laisser ouvert et vous serez en mesure de continuer à poser des questions. Et petit à petit, donc 1 semaine sur 2, on refera ça, si le format vous plaît en tout cas, pour répondre à toutes les petites questions, des petits questionnements que vous pouvez avoir sur n'importe quoi. Hein, vraiment, il n'y a pas de mauvaises questions, ça peut être vraiment tous les sujets. Donc on y va. Donc aujourd'hui, 1, 2, 3, 4, 5 questions et une question un peu bonus. Donc on va discuter des hauteurs de survol avec William, de la variation de la pression atmosphérique avec l'altitude avec Jean-Marc. Vincent parlera du décodage des métars. Moi, je parlerai des distances réglementaires par rapport aux nuages. Jean-Marc reprendra la parole pour discuter du facteur de base. Et enfin, c'est une question que certains se posent effectivement, parler des qualifications et expériences récentes dans le contexte Covid. Donc, je vous propose de commencer tout de suite avec les hauteurs de survol par William. William, je te laisse prendre la main. Oui. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est tout bon? Très bien, ouais. Parfait, je reprends. Ok. Et c'est tout bon. Alors bonjour à toutes et tous. La question à laquelle je suis chargé de répondre concerne le survol de certaines zones, agglo, villes, concentration de personnes, et on a aussi demandé des éclaircissements sur les zones P ou R. On a aussi les zones dangereuses que je rajouterai. On a deux parties là-dedans. On va d'abord parler du survol des agglos et rassemblement de personnes dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on expliquera le survol et la pénétration des zones réglementées. Ça va durer moins d'une dizaine de minutes. Hein. C'est très réglementaire tout ça. Le but, c'est que ce soit le plus clair possible. Alors, premièrement, survol des agglos et rassemblement de personnes. On a un texte qui fait foi, qui est un texte européen et qui est ici, qui s'appelle le CERA. Alors, le CERA, ici, vous voyez, c'est un document qui fait 315 pages. C'est quand même assez costaud. On va aller directement à ce qui nous intéresse. Pour notre cas, alors, tout ce dont on va parler ici s'appliquera uniquement aux monomoteurs à piston en VFR. Voilà, comme ça, on simplifie déjà encore plus. Le CERA, premièrement, donc, page 37. Qu'est-ce que ça nous dit? Tous les documents que je vais vous montrer là maintenant, ils seront. Je vais essayer de vous les faire parvenir. Hein, on verra plus tard avec l'équipe com pour vous faire parvenir tout ce que je vais vous donner. Ouais. Ce qui pourrait être pas mal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, je vais faire de la lecture. Je vais lire ce qui est juste devant vous. Hauteur minimale. La Bible nous dit, sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage ou sauf autorisation des autorités compétentes, les aéronefs ne volent pas au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations ou de rassemblements de personnes en plein air, à moins qu'ils ne restent à une hauteur suffisante pour leur permettre en cas d'urgence d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface. Qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est tout simplement pour des raisons de sécurité qu'on a mis des hauteurs minimum. Alors, il y a quelques petits flous. Qu'est-ce qu'une zone à forte densité? Qu'est-ce qu'une grosse agglomération? Ce sera précisé un petit peu plus tard. On nous demande de nous référer un petit peu plus loin dans le CERA, ce qu'on va faire. Je vais vous faire un petit résumé. Hein. Alors, page 61. Vous pourrez vous amuser à le lire, le CERA. C'est très très bien pour dormir le soir. 61, 62. Voilà. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'on nous dit pour les hauteurs minimum de survol? Là, je rappelle, on est sur la règle européenne, hein, qui est valable à tous les pays qui sont membres de l'EASA.
La règle européenne nous dit, pour les zones peuplées, on ne survole pas à plus de 1000 pieds dans un rayon de 600 mètres de l'obstacle le plus élevé, pour les zones peuplées. Les zones non peuplées, ça c'est la règle entre guillemets générale, c'est la règle que vous connaissez tous, c'est tout simplement 500 pieds sol. Alors 500 pieds sol, on précise dans un rayon de 150 mètres par rapport à l'obstacle le plus haut. Évidemment, 500 pieds sol, on peut déroger à cette règle dans des cas qui sont évidents pour le décollage ou pour l'atterrissage. Ou un troisième cas qui vous vient pas forcément à l'esprit, mais qui est dans la tête de tous les instructeurs. Quand on vous fait des pannes en campagne, quand on simule des atterrissages forcés, on peut descendre à 150 pieds. Voilà, 150 pieds sol, évidemment. Voilà, ça c'est la règle générale. On est ici en VFR de jour. Entre parenthèses, pour le VFR de nuit, on est dans un rayon de 8 km à 1500 pieds ou 2000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus haut. Voilà, ça je vous le dis à titre informatif. Évidemment, c'est beaucoup plus conservatif en VFR de nuit. On se rapproche un petit peu plus des règles IFR à quelques détails près, parce qu'on voit beaucoup moins, évidemment. Donc voilà, ça c'est la règle européenne. Encore une fois, je vous le rappelle. Évidemment, chaque pays donc, qui est membre de l'EASA applique cette règle et peut-être plus restrictif. La France a un arrêté qui est assez vieux, qui est l'arrêté du 10 octobre 1957, qui est toujours valable. On le voit ici d'ailleurs. Voilà. On dit que cet arrêté s'applique. Que nous dit cet arrêté? Et là, on va retrouver quelque chose que les pilotes qui ont commencé les navigations connaissent forcément par cœur. Et que tout pilote qui a jeté un coup d'œil au moins une fois à une carte VAC connaît. On a, alors attendez, que je vous retrouve ça, voilà, qui est ici. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est la légende de votre carte 1-500 000. Je vous le rappelle, on est dans le cadre de la réglementation française maintenant, qui précise un petit peu plus. Vous vous souvenez tout à l'heure, dans la réglementation européenne, on nous parlait de zones peuplées, zones non peuplées. Ce n'était pas très, très clairement précisé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est très simple, pas besoin de le connaître par cœur parce que c'est écrit ici. Évidemment, en fonction de la taille de l'agglomération, entre guillemets, entre parenthèses, plus l'agglomération est grosse, plus on va la survoler haut, toujours pour des raisons de sécurité, souvenez-vous de ce qu'on racontait tout au début. Et plus elle est petite, plus on peut se permettre de la survoler bas. On a quelques petits cas particuliers, donc qu'on voit ici. Pour tout ce qui est usines, installations à caractère industriel, les hôpitaux, les prisons, ou les établissements avec une marque distinctive. Quand je dis marque distinctive, c'est cette marque-là. J'avais volé une petite diapo sur Internet, voilà. Alors, désolé pour la qualité de l'image. Ici, on a une centrale nucléaire. Les 4 flèches nous montrent, alors c'est pas très très net, ça va nous montre plus rien du tout. S'il nous montre ce symbole-là, en fait, si ce symbole-là est peint sur un bâtiment, la hauteur minimum de survol, on part bien de hauteur, on est bien par rapport au sol, et 2000 pieds. Donc attention à ça. Ça s'applique à des, je vous l'ai dit, tout ce qui est hôpitaux, prisons, notamment les installations pétrochimiques également. Les parcs réserves naturelles qui sont représentés comme ça, voilà, on a également 1000 pieds. Donc voilà, ici c'est clairement dit. Et en fonction de la taille des agglomérations, comme je vous le disais, alors pas besoin d'apprendre la largeur par cœur, on vous dit inférieur à 1200 mètres, etc., supérieur à 3600 mètres. Vous regardez tout simplement la couleur et on vous donne ici à droite la hauteur. On parle bien de hauteur minimum de survol. Un petit cas particulier en dessous sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, si on prend une carte VAC, allons dans le concret, j'ai pris évidemment un endroit qui nous intéresse, qui est la région lilloise. Vous avez au centre ici... Donc une carte 500 millième, William. Pardon? Une carte 500 millième, pas une carte VAC. Ah oui, pardon, une carte à 500 millième, oui, j'ai dit carte VAC. Pardon. Donc on a bien une millième avec l'aérodrome de Lille-Marc qui est au centre ici. Vous voyez bien que le survol de l'île, de toute l'agglomération lilloise, l'île Roubaix-Tourcoing, c'est 5000 pieds sol. 5000 pieds sol. Des villes comme Hasbrook, ici,
on serait à 3300 pieds seuls. Vous voyez comment on lit cette légende-là. Donc voilà, en France, comment ça s'applique? Je vous rappelle la règle générale, 1000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé dans un rayon de 600 mètres. Ça, c'est la règle générale. En France, on a cette règle-là qui s'applique, qui découle de l'arrêté qui date de 1957. Donc le vieil arrêté. Dans ce même arrêté, on nous précise que c'est cette carte-là qu'on regarde, donc la carte 1/500 millième. Cette carte-là fait foi. C'est bien stipulé dans l'arrêté. Voilà. Donc je vous rappelle, l'île, c'est bien 5000 pieds seuls. Et j'avais quelque chose d'autre. Non, voilà. Et bien, voilà. Donc voilà pour les hauteurs minimum de survol. C'est très simple. On a la règle européenne qui est précisée par la règle française. Voilà pour ça. Je rajoute attention. Pardon? Super, excellent. On a parfois des zones qui sont temporaires, qu'on appelle des ZIT, zones d'interdiction temporaire, où la hauteur minimum de survol peut être supérieure à celle qu'elle serait en temps normal. Ça, c'est précisé par un NOTAM. Je pense notamment dans le cadre de la Grande Braderie, quand on a les courses à pied, on a des hauteurs de survol qui sont supérieures à ce qu'elles seraient en temps normal. On a eu aussi à Saint-Omer, je n'ai pas vérifié s'il était encore là, mais ça ne m'étonnerait pas, un NOTAM qui nous interdisait le survol de certaines zones, parce qu'on avait un procès qui était assez houleux. Voilà, attention, on a des interdictions qui sont temporaires, et ça, c'est uniquement les NOTAM qui nous le disent. Voilà pour ça. Deuxième partie, très rapidement, on a les zones réglementées, les zones Papa Roméo Delta. Alors, elles ne sont plus appelées telles quelles, donc Papa Roméo Delta. Aujourd'hui, elles ont un nom un petit peu bizarre, mais on continue à les appeler comme ça parce que c'est beaucoup plus simple. Alors, 3 types de zones. Les zones Papa, donc qui sont des zones prohibited, qui sont interdites. Les zones R, restricted, qui sont restreintes. Et les zones D, dangerous, qui sont des zones tout simplement dangereuses. Alors, où est-ce qu'on trouve ces zones-là? Je vais retourner voilà, sur ma carte 500 000. Vous voyez qu'en rouge, donc notamment ici ou même ici, on a ces zones-là. Ici, on a une zone Papa, la Papa 26, on la verra tout à l'heure. Ici, on a une zone R, Roméo, le BR 24A. Donc voici où on trouve ces zones-là. Maintenant, on ne sait pas grand-chose. Vous voyez, là, c'est bien gentil, c'est marqué EBR 24A, 1500 pieds jusqu'au FL 105. Pour avoir plus d'informations sur là, on se réfère au complément aux cartes aéronautiques. Vous noterez bien qu'il est à jour, celui-ci. Voilà, c'est bien l'édition 2020 qui est toute neuve, qui vient de sortir. Voilà, le complément aux cartes aéronautiques, où est-ce que vous le trouvez? Dans votre pochette VFR. Et c'est votre ami. On va y revenir. On va prendre quelques petits exemples de chaque zone. On va regarder une zone Papa. Et une zone Papa, on va aller en prendre une qui est dans notre région, ici, la Papa 26, dont je vous parlais, qui est... Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, on va faire comme si on ne le savait pas. Papa 26, on va aller regarder dans le complément aux cartes aéronautiques. La Papa 26, c'est... Ah oui, un petit peu de mal. J'en demande beaucoup à mon ordinateur. Ça va venir. Pas prévu de petite musique d'attente. Voilà. Bon, heureusement qu'on a tous le temps en ce moment. Hein. C'était page 107. Oui, bonjour Marc. Ah, ça y est, on y est. La Papa 26. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous voyez, elle est là en bas. Oui. Gravelines, évidemment, c'est la centrale nucléaire de Gravelines. Hein. On le sait. Qu'est-ce qu'on a comme information? Le plancher, la surface, le plafond, 3300 pieds à MSL. Voilà, donc c'est une zone Papa prohibited. Donc la pénétration est interdite. Qu'est-ce qu'on a comme information? Horaire d'activation H24. On n'y va pas H24.
organisme gestionnaire, voire ENR, etc. Alors, je vous passe les détails. Dans l'ENR 5.1, qu'est-ce qu'on nous dit qu'il faut, pour pénétrer cette zone-là, demander l'autorisation au commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes. Voilà. Si vous aviez prévu de survoler la centrale de Gravelines, c'est aux militaires qu'il faut demander l'autorisation. Une autre zone papa dont on parlait aussi tout à l'heure, et j'ai dit qu'on reviendrait dessus, c'est la ville de Paris, Papa 23, qui a un statut particulier. Sa couleur est orange, ce sera normalement 5000 pieds sols, mais c'est 6500 pieds sols. Voilà, vous voyez, on a bien cette zone-là ici, la zone parisienne. Ça a changé, ça, William. Ça a changé? Ouais, la Papa 23 de Paris, maintenant, c'est interdit de survol. Ça, je ne sais plus quand est-ce que ça a changé, mais sur le dernier mémo VFR de la Fédé, toutes les hauteurs sont les mêmes. Simplement, la ville de Paris, zone P23, c'est interdit de survol maintenant. Parce que là, j'ai mon complément aux cartes, tu vois, elle est juste là. Hein. Ouais, mais c'est sur le mémo VFR, ça a vraiment changé. D'accord, ok. Bon, bah alors, dans le complément aux cartes qui était à jour d'il y a une semaine, ils l'ont pas changé. Ah ouais? Ouais, regarde, bah, il est devant. Juste là. Bizarre. Ouais. Bah, écoute. Je vais regarder sur le site USIA. Ok, excuse-moi. Non, je t'en prie. Dans tous les cas, si vous avez prévu de survoler Paris, déjà attention, parce qu'on a des classes d'espace aérien qui vous sont interdites. Et d'autre part, donc à confirmer, hein, avec ce que Thomas vient de dire, mais tel que je le vois ici, c'est autorisé au volier faire, hein, mais au-delà de 6500 pieds. Voilà, cette zone est interdite en dessous de 6500 pieds. Voilà pour les zones P. Un petit exemple de zone R, zone restreinte. J'en ai une dans la région parisienne qui est assez intéressante. On va la regarder ici. Alors, cette zone-là, elle est ici. Vous me direz, on ne la voit pas. Et je vous dis oui. Et j'ai prévu une carte où on la voit. Donc là, on est toujours sur la carte 500 000. On a pour la région parisienne ce qu'on appelle une carte 250 000, qui est beaucoup plus précise. La région parisienne étant vraiment très, très dense en zone. Je vous invite à y jeter un petit coup d'œil. Cette zone, elle est ici. Voilà. C'est la zone Roméo 35A, qui est ici, Roméo 35B. Grosso modo, on parle bien de toutes ces zones-là. Qu'est-ce que c'est? On garde toujours notre réflexe. On va regarder dans le complément aux cartes. Le complément aux cartes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il est... Je vais y arriver. Voilà. En page 124. Voilà, magnifique. Donc les zones Roméo 35A et 35B qui sont ici sont des zones qui appartiennent, entre guillemets, qui sont liées à l'aérodrome, à l'utilisation de l'aérodrome de Toussus-le-Noble. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc on a ici plancher et plafond, à chaque fois. On a l'activité, procédure et circulation aérienne. Donc c'est ce qui se passe dans cette zone-là. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors on va lire ce qui est ici. Pénétration sur autorisation de la tour de Toussus-le-Noble, réservée aux aéronefs au départ et à destination de l'aérodrome de Toussus-le-Noble. On va revenir sur cette carte-là. Qu'est-ce que c'est? L'aérodrome de Toussus-le-Noble est ici. Voilà, juste au bout de ma souris. En gros, ils ont créé, sans en avoir créé une vraie, une CTR. Voilà, on a à l'intérieur de cette zone-là les services de contrôle aérien qui sont rendus par la tour de Toussus-le-Noble. On nous précise bien, attention, que la pénétration dans cette zone-là n'est autorisée qu'aux aéronefs au départ et destination de Toussus. C'est pour protéger cet espace aérien, parce que la région parisienne est extrêmement dense en trafic. Voilà, et l'aérodrome de Toussus aussi très très dense en trafic. Donc voilà un exemple de zone. Vous pourrez vous amuser aussi à aller regarder dans le complément aux cartes une autre zone qui, elle, nous concerne un petit peu plus, qui est l'EBR 24A. Alors, on ne va pas aller regarder dans le complément aux cartes, hein, mais faites-le par curiosité. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? 1500 le plancher et le plafond niveau 105.
Vous verrez que c'est une zone qui est assez particulière parce que c'est une zone qui est en pente. Et ici, à Hasbrook, par exemple, je peux être à 2000 pieds sans être dans la zone. Donc, vous voyez bien qu'en fait, le complément aux cartes vous apporte des précisions que vous n'aurez pas sur votre carte 1/500 millième. Donc, c'est très important. Quand vous pénétrez une zone que vous ne connaissez pas, allez toujours regarder dans le complément aux cartes. Vous aurez toutes les informations. Dernier type de zone, zone delta dangereuse. Alors, comme leur nom l'indique, elles sont dangereuses. On les évite. Pourquoi elles sont dangereuses? Donc, voilà, par exemple, ici, j'ai pris l'exemple de ces zones-là. Donc, les zones delta 227 A, B et C, qu'on voit mieux ici. Voilà. Qui sont ici, qu'on voit mieux, qu'on voit plus clairement ici. C'est un peu moins surchargé. Que sont ces zones? Alors, on va les regarder dans le complément aux cartes. Vous allez voir pourquoi elles sont dangereuses. On a un petit peu de temps. Dans le complément aux cartes, ça vient. Voilà, on était bien sur les zones qui sont en région parisienne, à l'ouest de la région parisienne. Delta 227A, B et C. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vous fais grâce de la lecture hein, de tout ça. Vous pourrez prendre votre complément aux cartes et les lire. Qu'est-ce qu'on a dedans? Entraînement spéciaux hélicoptères isolés ou en patrouille, vol au service de l'État, d'aéronefs télépilotés non habités, sous-entendu, des drones. On a parfois des zones de tir aussi. Je vous conseille très vivement d'éviter les zones dangereuses. On a toujours, comme pour chaque zone, hein, dans le complément aux cartes, le plancher, le plafond. Donc, vous voyez que c'est une zone qui ne s'étend pas très, très haut. 500 pieds. Normalement, on n'a rien à faire en dessous de 500 pieds seul, souvenez-vous. Et les horaires d'activation qui sont précisés toujours dans le complément aux cartes. Voilà pour les zones dangereuses. Voilà, vous avez vu qu'on a beaucoup de zones, beaucoup de règles. On a encore des zones dont on n'a pas parlé, les zones de défense, le survol maritime. Ce qui est important, c'est d'avoir le bon réflexe. Quand on ne connaît pas la zone, on va chercher, comme on cherche, dans le complément aux cartes. Ayez bien une doc à jour. Tout ce que je vous ai montré là, donc là ici le complément aux cartes qui est à jour. Je vous ai parlé aussi, donc voilà ce fameux complément aux cartes. Je vous ai parlé aussi de cette carte-là, qui est la carte 1 250 millième de la région parisienne. Elle existe pour d'autres régions en France. Toutes ces cartes-là sont disponibles gratuitement sur la boutique du SIA. Donc, je vous invite vivement à les regarder. Comme ça, vous n'avez aucune excuse pour dire à l'instructeur, oui, mais je n'avais pas ma pochette VFR. Elles sont disponibles ici. Et regardez bien vos NOTAM. Comme on l'a dit, on a souvent des zones d'interdiction temporaires qui sont créées donc temporairement. Et c'est uniquement la consultation des NOTAM qui vous en informera. Et bien voilà, je vous ferai parvenir tous les documents dont je vous parlais un petit peu plus tard par mail. Voilà. Super, merci, merci William. Alors, je vais juste rajouter deux petits points. Je vais représenter 2 secondes. Resume presenting share now. Alors, il y a eu une question de Stanislas sur le chat là. N'hésitez pas, si pendant les présentations vous avez des questions, de les mettre sur le chat. Je les lirai et je répondrai en direct ou alors on les dira après. Stanislas a demandé est-ce que le complément aux cartes est disponible en ligne? Donc normalement le complément aux cartes c'est un petit recueil que la DGAC vend. Et depuis le confinement, ils ont donné certains documents, ils les ont rendus gratuits. Donc vous pouvez aller sur le site de la DGAC et télécharger, comme l'a dit William, les différents documents qu'ils ont mis gratuits, les cartes 500 millième et 2-3 autres documents. Donc sur le complément aux cartes, vous avez effectivement toutes ces hauteurs de tous les trucs VFR qui nous intéressent. Tu vois, William, première ligne, zone P23, donc la zone de Paris, pénétration interdite H24, sauf dérogation. Oui, voilà, donc c'est bien
pénétration qui est interdite, donc en dessous de 6500 pieds pour Ah, Paris. t'as raison. Bah, tu vois, c'est bizarre parce que quand on regarde sur le mémo VFR, Mhm. interdit. Alors, où est-ce que tu le... Ouais, effectivement. Ah oui, alors, Donc, sous-entendu, c'est. enfin, moi, ce que je comprends, c'est marqué zone Papa 23 interdit. C'est vrai que c'est pas très Ah, clair. ok. Ouais, c'est pas très clair, hein. C'est pas très clair. Bon, de toute façon, Paris, D'accord. vous pouvez utiliser Google Earth si vous voulez vraiment voir Paris. On va dire ça. Euh, mais voilà. Et donc, au niveau du complément aux cartes, le problème du complément aux cartes, je trouve, c'est que c'est un document qui se télécharge ou qui s'achète et que c'est pas forcément à jour. Des fois, on achète le guide VFR, la pochette VFR, puis on a un vieux complément aux cartes qui traîne. Ce que vous pouvez faire, c'est là où l'information sera à jour, c'est sur le site du SIA et d'aller consulter le IAIP. Et dans le IAIP, vous cliquez sur, donc vous avez IAIP, IAIP France, le dernier IAIP à jour, et là, vous avez accès à toutes les zones. Voilà, on en rediscutera. Si vous avez des questions là-dessus, vous n'hésitez pas à nous demander. Je termine juste par rapport aux zones AZBA. En fait, il y a eu une autre question d'un pilote sur les zones AZBA et c'est une question qu'on répondra donc dans 2 semaines pour faire un peu de détails là-dessus. Voilà, voilà. Super, super William, merci beaucoup. Je propose maintenant qu'on passe à Jean-Marc. Si Jean-Marc, tu es là. Oui, je suis là. Oui, oui. Alors, je te laisse présenter. Ok, merci Thomas. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, Vous voyez le diaporama? oui. J'ai Bon. coupé mon micro. Bon, ben, moi, c'est petit quart d'heure récréatif. Bon, je suis désolé, on va faire un tout petit peu de mathématiques. Euh, donc, relation pression-altitude, il y a quelqu'un qui a posé la question pourquoi un hectopascal, c'est 28 pieds? Je connais la réponse, mais bon, c'était quelque chose comme ça, je crois, Thomas. Si tu as ton micro. Absolument, absolument. Ben, Pourquoi ça varie, pourquoi la pression varie avec l'altitude? bon, alors, la pression, déjà, ben, on peut partir de ça. La pression varie avec l'altitude. Pourquoi? Parce que la pression, ben, en fait, ça résulte d'une force pressante, et la force pressante, c'est celle qui est due à la colonne d'air qui est située au-dessus de nous. Donc, il est bien évident que quand on va s'élever, puisqu'il va y avoir moins d'air au-dessus de nous, cette colonne de pression va moins appuyer, cette colonne d'air va moins appuyer, et donc la pression va être moins importante. Donc quand on s'élève dans un fluide, la pression diminue. Tout le monde sait que quand vous plongez dans l'eau, la pression augmente, et donc quand vous remontez, la pression diminue. Donc cette variation de pression dépend d'une part de la masse volumique du fluide, que je vais appeler mu, et qui, elle, dépend de la température, mais aussi de la pression. Donc le serpent a un peu l'air de se mordre la queue dans la mesure où la pression dépend d'une grandeur qui dépend de la pression. Mais on va simplifier tout ça. Ça dépend de l'intensité de la pesanteur G, et ça dépend donc de la variation d'altitude. En première approximation, on peut estimer que on ne va pas tenir compte de la variation de la masse volumique avec la pression, c'est-à-dire si on reste dans des variations d'altitude qui sont relativement faibles. Et donc, dans ce cas-là, on peut écrire que la variation de pression, ça va être égal à mu GH. Alors, il y a naturellement les unités qu'il faut respecter. Donc, les pressions s'expriment en pascal, la masse volumique en kilogrammes par mètre cube, et on va considérer pour nous que la masse volumique de l'air à 15 degrés Celsius et sous pression atmosphérique normale, c'est à peu près un 23 kg par mètre cube. C'est-à-dire qu'un mètre cube d'air, c'est à peu près 1 kg à la louche. C'est-à-dire 1000 fois moins que l'eau. G, souvenez-vous, le lycée, c'est 9,8 mètres par seconde, par seconde au carré au niveau du sol, et puis H est exprimé en mètres. Et donc, si on mélange un tout petit peu tout ça, ça nous fait quoi? Ça nous fait que la variation de pression, donc c'est égal à 1,23 la masse volumique de l'air, fois 9,8 G fois H, c'est-à-dire 12,5 fois H. Donc, si on résume, pour 1 mètre d'altitude, ça fait une variation de pression de 12 pascal.
Si on convertit en hectopascal, puisqu'on a l'habitude de travailler avec ces unités-là, ça fait donc 0,1205 hectopascal. Par conséquent, 1 hectopascal, c'est l'inverse. 1 mètre, c'est 3,3 pieds. Et donc, 1 hectopascal, c'est 3,3 divisé par 0,12, donc ça fait 27,4 pieds. Alors, pourquoi on prend 28 pieds? Parce que le 1,23, il est un peu usurpé, c'est 1,225 plus exactement. Voilà, pour la première question. Est-ce que vous avez des questions à poser? Super. Ouais, c'est court, hein? Bah non, c'est nickel. C'est limpide. On reconnaît le passé de professeur. Limpide de chez limpide. Parfait. Et il n'y a pas de signe moins, demande Eric. Non, parce que c'est une variation de pression. Donc, dans le delta P, c'est la pression la plus élevée moins la pression la plus faible. Donc, c'est positif. D'accord. Ça répond à la question. Super. Alors, la pression diminue. Oui, mais alors si on écrit dP égale moins mu GH, effectivement, ça tient compte de la diminution de pression. D'accord? Et moi, j'ai pris la variation de pression simplement, allez, on va dire en valeur absolue, sans trop compliquer. Mais c'est vrai que si on tient compte de la diminution de pression, effectivement, il y a un signe moins. Super. Alors, très bien. Est-ce que si vous avez d'autres questions pour Jean-Marc, n'hésitez pas à les poser sur le chat et si on a un peu de temps à la fin ou si vous le souhaitez, on y reviendra à la fin de la présentation. On passe, on reste un petit peu dans la veine de la météo avec le décodage des métars avec Vincent. Et donc, Vincent, si tu as ton micro dans le coin, je vais dérouler ta présentation. Tu me dis quand tu veux que je passe les slides. Eh bien, si tout le monde m'entend, tu peux y aller. Bonjour à tous. Très bien. Donc, le METAR, pour Météorologique Aérodrome Report, c'est un message d'observation sur un aérodrome. Il est produit toutes les heures ou les demi-heures. Ah tiens, il y a des petites Ouais, il y a eu des petites conversions de police. Oui, Et bam, ça saute aux yeux comme ça, c'est nickel. Oui, j'ai fait un apéro FaceTime qui a duré un petit peu de temps hier soir, donc la police est peut-être à cause de ça. C'est le changement de Keynote à PowerPoint. Bref. Donc, il indique la météo sur l'aérodrome ou aux environs 8 à 16 km au maximum. Il est effectué par un météorologiste sur l'aérodrome, donc un observateur qui va utiliser des moyens de mesure, mais qui aussi, historiquement, est bien regardé par la fenêtre pour voir le temps qu'il faisait. Mais ces messages sont de plus en plus automatisés et il n'y a plus d'opérateurs sur les aérodromes. Donc, on va trouver la composition du message. On trouve tout d'abord la désignation de la station, l'heure, qui va être l'heure UTC, la mention automatique, si le message est généré automatiquement, ou COR pour correction, si le message a dû être corrigé et réédité à une fréquence supérieure à 1 heure ou une demi-heure. On va trouver une information sur le vent moyenné, tu vas un petit peu vite Thomas, Pardon. Moyenné sur 10 minutes avec un angle maximum de 60 degrés. C'est-à-dire que si le vent varie de plus de 60 degrés durant les 10 minutes, on va avoir une indication de l'angle au vent. Vous verrez tout à l'heure, j'ai fait quelques exemples, ce sera peut-être plus clair. La visibilité est exprimée en kilomètres avec une mesure à 10 km au maximum. Et si dans une direction est noté un écart de plus de 50% de cette visibilité et que cet écart passe sous les 5 km, une deuxième visibilité sera indiquée. Par exemple, on a 8 km de visibilité et dans une direction, on aura 4 km. Donc, on est à 50% pile et comme on est à 4 km, on est passé sous les 5 km, donc la deuxième indication de visibilité sera portée sur le message. Pareil, tout à l'heure, il y a un petit exemple.
Le temps présent, donc qui est décrit de façon codée. Vous retrouvez tous les codes. D'ailleurs, je vous invite à vous référer sur le guide d'aviation de Météo France. FG pour fog, FG, pardon, là j'ai fait une erreur de recopie, pour banc de brouillard, BR pour brume. Les précipitations, la bruine, la pluie, la neige, DZ, drizzle, rain, snow, et elle peut être accompagnée de plus ou de moins en fonction de leur intensité. Plus c'est un phénomène fort, moins c'est un phénomène faible. Pas de signe, phénomène modéré. Ensuite, TS pour orage, FZ, FG, brouillard givrant, SH, RA, chaud RN, donc averse de pluie, averse de neige, pluie se congelant. Ensuite, FZ-RA, FZ-DZ, brouillard givrant, VC pour vicinity, donc un phénomène qui serait proche de l'aérodrome. Donc là, on pense plutôt qu'on va avoir un observateur au sol et que ce ne sera pas un message généré automatiquement. Averse aux abords de l'aérodrome et VC, vicinity storm, c'est-à-dire orage aux abords de l'aérodrome. On va avoir ensuite l'état du ciel. Donc lui qui est caractérisé par la quantité de nuages en huitième, few 1 à 2 huitièmes, scattered de 2 à 4, broken de 5 à 7 et overcast. Donc le ciel couvert à 8 huitièmes, ainsi que la base des nuages au-dessus de l'aérodrome qui est mesurée. Alors attention, la base des nuages, elle est mesurée au-dessus de l'aérodrome par une machine, et donc si par exemple la machine mesure 1000 pieds, dans la réalité, il n'est pas étonnant que vous commenciez à rencontrer les premières barbules à 800 pieds, c'est-à-dire environ 200 pieds en dessous de ce que la machine aura mesuré. La température du point de rosée. Donc je rappelle ce qu'est la température du point de rosée, c'est la pression constante, la température qu'il faut atteindre pour obtenir la saturation. La pression qui est le QNH, c'est-à-dire la pression ramenée au niveau de la mer. Et tu peux continuer, Thomas. Et la tendance. Donc la tendance, alors c'est un message d'observation, mais on va quand même avoir une notion de prévision. C'est-à-dire la tendance dans les 2 heures autour de l'aérodrome, enfin sur l'aérodrome et dans les 16 km autour de l'aérodrome. Alors ces évolutions, elles concernent le vent, la visité et le plafond, avec certains seuils ou apparition de certains phénomènes. En fait, tous les phénomènes météorologiques, et même l'absence de phénomènes météorologiques, va générer une tendance dans le métard. Tu peux passer le slide suivant. Les tendances, donc les seuils pour la visibilité, eh bien, par exemple, si la visibilité varie dans le TAF, va passer de 3000 mètres à 5000 mètres, eh bien, ça va générer une tendance automatiquement. C'est-à-dire que les seuils, pour le plafond, les seuils sont 100 pieds, 200 pieds, 500 pieds, 1000 pieds et 1500 pieds. Et ça s'arrête à 1500 pieds. C'est-à-dire que tous les plafonds au-delà de 1500 pieds sont confondus. C'est-à-dire que dans une tendance, si vous avez 1700 pieds observés et que vous avez une tendance à 3000 pieds, eh bien la tendance va être considérée comme exacte puisque le seuil des 1500 pieds a été dépassé. Vas-y, tu peux continuer. Oula, à nouveau un petit... Donc les tendances sont codées par un météorologiste présent sur l'aérodrome ou générées de façon automatiquement à partir du TAF. Donc quand on est sur un métard automatique, c'est généré automatiquement par le TAF. Alors le TAF, lui, il est toujours fait par un opérateur, mais les TAF sont générés toutes les 6 heures. Et on va parler dans un TAF de météo probable et aussi qui va être rédigé en fonction de un seuil. Les TAF sont rédigés toutes les 6 heures. Donc, on peut avoir quand même quelquefois un grand écart entre la météo qui est observée et la météo qui était jugée comme probable 6 heures avant. On a aussi, en fin de message, un groupe de contamination de pistes. Alors ça, c'est uniquement pour l'hiver. On va aller assez rapidement. Par exemple, 88, c'est que toutes les pistes sont... Donc, on a soit le numéro de la piste contaminée ou 88 pour toutes les pistes contaminées. On peut avoir 0 pour une piste sèche, 1 pour une piste humide. Je ne vais pas vous faire tout
tout le décodage. On peut avoir l'étendue de la contamination. 1, la piste couverte à moins de 10%. 2, la piste sera couverte à 25%. Et ainsi de suite. L'épaisseur du dépôt. Donc là, on lit directement en millimètres. Hein. Si on a 0, c'est qu'on a moins d'un millimètre de dépôt. Si on a 1, c'est qu'on a 1 millimètre de dépôt. Et enfin, on a le coefficient de freinage qui est mesuré sur la piste par un appareil. 95 de freinage sera bon, 94 moyen, et moyen bon, 93 moyen, et ainsi de suite. Ça, il faut se référer au tableau. On trouve aussi souvent les codes militaires. Alors, les codes militaires, je vous les donne juste pour un petit peu pour culture générale, hein, puisqu'ils ne nous concernent pas directement, mais quelquefois, on peut être interrogé sur ce qu'ils représentent. En fait, les codes militaires représentent des fourchettes de plafond et de visibilité. Si l'aérodrome est jugé noir, c'est-à-dire qu'il va être fermé. S'il est raide, eh bien, c'est-à-dire que le plafond est inférieur à 200 pieds et la visie inférieure à 800 mètres. Tu peux continuer. Là, je vais te donner le dernier. Si l'aérodrome est, par exemple, blue, eh bien, c'est-à-dire qu'on aura 2500 pieds de plafond et 8000 mètres de visibilité. Comme ça, on a pas mal de terrains autour de l'île hein, qui sont en Belgique, qui sont des terrains militaires et qui vont passer les codes de couleur. Vas-y, tu peux. Un petit exemple de décodage. Donc, un métard de l'Équin, on va trouver en premier donc, le 03 pour 6 heures Zulu, l'heure UTC. C'est un message automatique. Le vent est du 270 pour 4 nœuds. On a Fiu à 2000 pieds, donc c'est-à-dire de 1 à 2 huitièmes de nuages à 2000 pieds au-dessus de l'aérodrome. Et on a une deuxième couche de nuages, scattered, donc de 2 à 4 huitièmes de nuages à 4500 pieds au-dessus de l'aérodrome. La température extérieure est de 6 degrés. La température du point de rosée est 3 degrés. Le QNH est 2016 et pas d'évolution prévue dans les 2 heures à venir. Tu peux passer l'exemple suivant. On a là ici Cloxide. Donc, je vous passe l'heure. Donc, automatique, c'est aussi généré automatiquement. Là, on a un vent du 300 pour 10 nœuds, rafale 20 nœuds, et le vent est variable. C'est-à-dire que l'angle moyenné est supérieur à 60 degrés. Donc, le vent est du 260, variant jusqu'au 340. Et NDC, c'est une particularité quand le message est automatique, c'est-à-dire pas de nage détecté. No detected cloud. Donc, c'est passé uniquement dans les messages automatiques. Quand le plafond est haut, l'appareil n'est pas en mesure de mesurer le plafond. La température extérieure, la température du point de rosée, le QNH, et là, l'aérodrome est considéré comme blue. Donc, se référer au petit tableau de tout à l'heure pour voir si on est bien dans la bonne fourchette. Un autre TAF, donc LFRB, toujours le 3 à 6 heures, c'est un automatique, le vent du 270 pour 3 nœuds, une visibilité de 10 km ou plus, et là on a 3400 mètres, donc une visibilité qui est différente dans un secteur particulier de cet aérodrome, c'est-à-dire que la visibilité en général est 10 km, sauf qu'il doit y avoir peut-être un banc de brouillard à proximité de l'aérodrome. On a 3400 mètres de visibilité dans la direction sud-ouest. Et on a NSC. NSC, c'est une significative include, c'est-à-dire que toutes les conditions du CAVOC sont réunies, sauf un élément. Et bien là, c'est les 3400 mètres qui nous posent problème, puisqu'on n'a pas la visibilité du CAVOC. On a ensuite la température, donc toujours extérieure, la température du point de rosée, le QNH à 1020, et temporairement, on a une visibilité qui peut tomber à 3000 mètres, et avec de la brume. Alors, le BR est passé quand la visibilité est inférieure à 5000 mètres comme alerte hein, pour signaler que la visibilité est inférieure à 5000 mètres et broken, là il y a une petite à 800 pieds. Donc là, on a une tendance sur les 2 heures où on va avoir une diminution du plafond significative, hein, puisque NSC, ça veut dire qu'on a au moins 5000 pieds de plafond. Ce qui génère la création d'une tendance. Vas-y, message suivant. Donc, LFXXX, on a donc toujours notre date, le 3 à 6 heures du matin. On a
un vent du 0,10 pour 15 nœuds, 3000 mètres de visibilité, des ZRA, donc de la pluie avec de la bruine, overcast à 1000 pieds, la température du point de rosée et la température extérieure 1 degré, 1 degré, le QNH 1016. Temporairement, on aura des averses, donc SHRA, des averses de pluie fortes avec des tower cumulus. Les seuls nuages cotés sont les CB et les tower cumulus. Et le dernier. Le dernier, donc, toujours la même date à la même heure. On va avoir un vent variable pour 3 nœuds, donc là, pas de direction du vent indiquée. On a une visibilité de 300 mètres et on a VW, c'est-à-dire visibilité verticale nulle. C'est-à-dire que là, les nuages, en fait, sont au niveau du sol et la machine n'est pas en mesure de mesurer le plafond, forcément, puisque on a des nuages qui sont au sol. On a BCFG, bande brouillard, avec une température négative de -3 pour la température extérieure et -3 pour la température du point de rosée. On a un QNH de 1000 et on a une contamination de la piste. C'est-à-dire que sur la piste 30, on a de la neige sèche. La piste est couverte au moins à 25%, de 25 à 50%. Le 5 représente l'épaisseur, 5 mm d'épaisseur. Le 92, le coefficient de freinage qui est moyen. Et on a une tendance, from, donc à 7 heures, on va avoir CAVOC. Alors le from, c'est à une demi-heure près, c'est-à-dire qu'entre 6h30 et 7h30, les météorologistes prévoient qu'on pourrait avoir CAVOC. Voilà, c'est tout pour moi, sauf s'il y a des questions. Ouais, simplement une petite question de Eric. Sur ton métard de LFQQ, il n'y a pas de visibilité qui est indiquée. Ouais, c'est un oubli de ma part. C'est un oubli, ok. Du coup, je vais rajouter une visibilité comme ça, histoire que... voilà, comme ça, il y aura tout ce qu'il faut. Ok, nickel. Merci beaucoup, Vincent. On va rester un petit peu dans la même veine. Alors, il faudrait que je repartage mon ordi, je crois. Ah non, you are presenting, c'est bon. On reste un petit peu dans la même veine de tout ce qui est un peu météo. La distance réglementaire par rapport aux nuages. Donc, ça, on en a discuté la semaine dernière avec l'IFR. C'est en VFR, on doit respecter des règles de distance par rapport aux nuages. Dans ces règles de distance par rapport aux nuages, on a deux cas. Le premier cas, c'est les espaces non contrôlés, qui sont les espaces F et G. Et le deuxième cas, les espaces contrôlés, les espaces A, B, C, D et E. Donc, dans le cas des espaces non contrôlés, si vous êtes entre 0 et 3000 pieds QNH, donc above main sea level, ou bien 1000 pieds above surface, et ça c'est le cas dans les régions montagneuses, vous devez être hors des nuages et en vue de la surface. Donc ça c'est votre visibilité en espace non contrôlé sous 3000 pieds QNH ou 1000 pieds surface. Et en plus, vous devez avoir une visibilité, donc elle est notée ici, le petit 1 là qui est noté, on peut le voir directement dans ce tableau-là, avec une vitesse indiquée inférieure à 140 nœuds, vous devez avoir 1500 mètres de visibilité en vol. Toujours dans ces espaces non contrôlés F et G, quand vous passez au-dessus de cette surface de 3000 pieds et de 1000 pieds surface, vous vous retrouvez dans le même cas que les espaces contrôlés. Donc, ces cas-là, A, B, C, D, E, et donc F et G au-dessus du plus haut de 3000 pieds sea level ou 1000 pieds surface, une distance au nuage de 1500 mètres horizontalement, de 300 mètres verticalement. Une visibilité en vol, 5 km en dessous du FL100 ou 8 km au-dessus du FL100. Bon, avant d'aller au-dessus du FL100, on a toutes les problématiques d'oxygène à bord, etc. qui se posent. Donc, la majorité de vos vols, vous, se feront sous le FL100. Donc, c'est 5 km de visibilité. Voilà, c'est vraiment la base, c'est vraiment ça. Il y a derrière toutes les histoires de VFR spéciales,
on en discutera sur une autre présentation où vous pouvez vous référer à votre cours théorique pour discuter du VFR spécial. Mais c'est simplement cette différence-là qu'il faut faire entre les espaces non contrôlés et les espaces contrôlés. Comment ensuite, un petit aparté avant que je repasse la parole à Jean-Marc, comment on applique ça de façon pratique? Eh bien, on consulte à notre préparation du vol, quand on fait notre étude météorologique, toutes les informations météo que peut nous filer Météo France. Donc, les cartes TEMSI, les cartes de temps, les métars, les ATIS qu'on prend, et on essaye de se faire une image de la météo qu'on va avoir en vol sur notre trajet. Et on essaye de se dire, ah ben là, je vais traverser la classe G, Merville est désactivé, je vais passer vers Merville, je vais traverser donc une classe non contrôlée, un espace non contrôlé. C'est quoi? Que me dit ma réglementation sur ma distance par rapport au nuage? D'accord, ça me dit ça. Qu'est-ce que me dit ma météo de temps significatif ou de métard ou d'ATIS? Ça me dit ça, ok. Est-ce que j'ai ces minimums-là? Est-ce que je peux m'y conformer ou pas? Donc, vous pouvez déjà faire ça, vous devez déjà faire ça pendant votre préparation en vol, parce que vous avez des distances réellement données, comme on l'a vu avec la présentation de Vincent, par les informations météo. Quand vous êtes en vol, c'est, vous pouvez l'imaginer, beaucoup plus difficile de se dire, ah bah là, je suis à 1,5 km, là, je suis à 300 mètres, etc., etc. Donc, essayez vraiment de vous rendre compte en prépa du vol et en étude de la météo de quelle distance vous aurez sur vos différents tronçons de vol, sur les différentes classes d'espace que vous allez passer, vous aurez par rapport au nuage. Voilà. Jean-Marc, je te repasse la main sur la présentation. Est-ce que vous avez des questions sur les distances par rapport, les distances réglementaires par rapport au nuage pendant je fais repasser la présentation à Jean-Marc? Oui, ok, je suis là. Ok, tu peux y aller, Jean-Marc. Je te redonne la présentation. Ok, d'accord. Voilà, ça se voit? Non, pas pour l'instant. On voit toujours ta caméra. Ah, attends. Pour l'instant, ça marque présentation, Jean-Marc. C'est bizarre. Essaye de repartager tout l'écran en entier plutôt que de faire partager une seule fenêtre. Attends, je reprends au départ. Hein. Là, voilà, ça arrive. Ouais, c'est bon. On voit ton écran. Ouais, on voit ton écran. Parfait. Ok. Bon, deuxième récréation mathématique, c'est facile. Donc, pourquoi la dérive max, j'insiste là-dessus, hein, la dérive max est égale au facteur de base soit la vitesse du vent exprimée en nœuds. Alors en fait, on va jouer sur une feinte qui a beaucoup de choses qui sont à base 60, donc dans le système sexagésimal. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En fait, le temps est comme ça, et puis pour les degrés et les radians, il y a des choses comme ça aussi. Bien, la dérive max, eh bien, on va faire l'hypothèse donc, que le vent est plein travers par rapport à la trajectoire. C'est-à-dire que si vous regardez le petit schéma qui est en bas à droite, l'avion donc, se déplace sur une trajectoire R avec une certaine vitesse qui est sa vitesse propre. Il est soumis à un vent donc, qui vient de la droite, donc j'appelle VW la vitesse du vent, j'appelle VP la vitesse propre de l'avion. Et naturellement, puisque le vent vient de la droite, l'avion va dériver vers la gauche, suivant la trajectoire AC, et l'angle de dérive, je l'appelle X. Un petit peu de géométrie, si vous vous souvenez du collège, nous dit que dans le triangle ABC, eh bien, tangente X, c'est BC sur AB. C'est encore égal si le triangle était tracé à l'échelle au rapport de la vitesse du vent, VW, à la vitesse propre, VP. Et si la dérive est suffisamment faible,
on peut considérer, alors quand je dis suffisamment faible, c'est inférieur à 10-15 degrés. On peut considérer que la tangente de l'angle est égale à la valeur de l'angle exprimée en radians. Donc on va partir sur cette base-là. Et donc on a la dérive max exprimée en radians qui est à peu près égale à la vitesse du vent sur la vitesse propre. Je rappelle qu'une vitesse, c'est la distance parcourue en une certaine durée. Nous, on exprime ça en nœuds, et un nœud, c'est 1000 nautiques par heure. Donc, si on va par exemple à la vitesse de 100 nœuds, on va donc faire 100 nautiques, c'est-à-dire 185 km en 1 heure. Le facteur de base, quant à lui, c'est la durée en minutes pour faire 1 nautique. Ça veut donc dire que le facteur de base, c'est l'inverse d'une vitesse. Donc, si on met tout ça un petit peu en équation, ça veut donc dire le facteur de base, c'est donc le temps en minutes divisé par la distance en nautiques. Vous vous souvenez, sur les DR400-120, on a souvent un facteur de base de 0,6. Si on considère 0,6, ça veut dire qu'on va à une vitesse de 100 nœuds. Donc, on va parcourir 100 nautiques pendant 1 heure, c'est-à-dire pendant 60 minutes. Donc, c'est 60 sur la vitesse propre de l'avion exprimée en nœuds. Et je multiplie en haut et en bas par la vitesse du vent. Pourquoi? Parce que ça permet de faire apparaître comme ça la dérive. Et donc, en simplifiant la vitesse du vent VW et le quotient de VW par VP en le remplaçant par la dérive, on a donc 60 divisé par la vitesse du vent en nœuds fois la dérive max en radians. Pour mémoire, 180 degrés, c'est pi radian, c'est-à-dire 3,14 exactement. On l'a fait à la louche, donc 3 radians, c'est-à-dire que si on divise par 3, 60 degrés, ça représente 1 radian. On réinjecte ça dans notre petite formule. Donc le facteur de base, c'est 60 sur la vitesse du vent exprimée en nœuds, fois la dérive max, donc ici exprimée en degrés, divisé par 60. On simplifie par 60 et on a trouvé. Voilà. Donc la dérive max, c'est le facteur de base multiplié par la vitesse du vent en nœuds. Et ensuite, si le vent n'est pas plein travers, vous devez tenir compte donc du vent effectif, c'est-à-dire la composante travers du vent, pour obtenir votre dérive. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions à poser? Merci beaucoup, Jean-Marc. Soit maintenant, soit après, comme vous voulez. Merci beaucoup. Alors, hop, je vais repartager. S'il n'y a pas de questions, on va avancer tranquillement sur la fin. Alors, la dernière chose dont on nous a posé, il y a deux personnes qui nous ont posé la même question. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau des qualifications et des expériences récentes dans le contexte de la crise sanitaire Covid et du confinement? Je vous laisse consulter le site du gouvernement, du ministère de l'écologie, dans lequel notre activité dépend. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la DGAC, avec l'EASA, a déjà planché sur les qualifs du personnel navigant professionnel. Et donc, ils viennent juste là de finir, dans le courant de la semaine, ils viennent juste de finir de régler les différentes extensions de qualifs, etc., du personnel navigant professionnel qui, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'est assez complexe. Et donc, sur le site du ministère, il y a marqué exactement le paragraphe ici, que voilà, ils ont concentré leurs efforts sur les navigants pro, et maintenant ils vont s'attaquer aux autres populations de navigants et donc aux non-professionnels. La seule chose, donc on n'a pas grand-chose à vous dire, si ce n'est qu'il faut attendre que la DGAC et l'EASA communiquent. Je peux juste vous donner en exemple ce qui s'est passé au niveau des pros et ce que moi j'ai vu, ce qui s'est passé au niveau d'Air France, c'est que toutes les qualifs qui étaient valides jusqu'au 16 mars ont pris 4 mois de validité en plus. Donc, que ce soit certificat médical, qualif Airbus, qualif Boeing, voilà, toutes les petites qualifs ou grosses qualifs à droite à gauche qu'ont les pilotes de ligne, les pilotes professionnels, elles ont pris 4 mois de délai.
Donc, la majorité de ces qualifs, c'est des qualifs de 1 an, de validité d'1 an. Donc, on peut imaginer que nous, nos qualifs avec des validités de 2 ans, elles vont prendre au minimum 4 mois, voire même un peu plus. De la même façon, les conditions d'expérience récentes, les 3 atterrissages, 3 décollages, on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus et on verra ce qu'ils nous disent. Mais vous inquiétez pas, ce sera géré et on vous communiquera. Dès qu'on a les infos, on y réfléchira et on vous communiquera la marche à prendre et ce qu'on aura décidé au niveau du club. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus, Jean-Marc? J'arrive, c'était pour rebrancher mon micro. Non, non, rien de plus. Les textes sortis par ou plutôt les communications faites par la Fédé, eh bien, reprennent ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tout le monde est dans l'incertitude la plus grande. Effectivement, priorité aux professionnels, les 4 mois, c'est sorti. Pour nous, ben, on attend. De ce que je sais, de ce qui nous a été communiqué, la Fédé est en relation avec la DGAC pour trouver des solutions de report pour toutes les butées calendaires. Voilà. Okay. Et on ne sait rien, quoi. Donc, mais c'est bon, c'est normal, quoi. Hein, c'est un jour à la fois, et bon, et ça va. En plus, si ça décontamine doucement. Je ne crois pas que l'aviation de loisirs soit une priorité dans le déconfinement. Je crois que j'ai fait un lapsus. Si ça déconfine doucement, on verra comment on va reprendre notre activité. Ouais. Donc, voilà, on attend. Plus, hein. Wait and see. On vous communiquera dès qu'on a des infos et vous pouvez consulter régulièrement le site de la Fédé ou bien le site Écologie et Solidaire là, du gouvernement. C'est là-dessus que les informations seront, je pense, communiquées le plus rapidement. Voilà, alors donc c'est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, si vous souhaitez prendre la parole pour dire des trucs. Je terminerai simplement. On va vous partager évidemment la présentation avec les différents slides des intervenants. Simplement 2 choses. J'ai rajouté dans la présentation à la fin comment télécharger le guide météo et le guide mémo VFR. Donc en fait, ces 2 petits bouquins, normalement, vous avez dû vous les recevez quand vous renouvelez vos licences ou quand vous renouvelez vos adhésions à la Fédé. C'est vraiment les 2 petits livres qu'il faut que vous ayez sur votre livre de chevet, qu'il faut que vous arriviez à parcourir. C'est là que vous avez toutes les informations. Donc, sur le guide météo, pour tout ce qui concerne la météo, donc les codes des métars, les codes des ATIS, décoder les cartes TEMSI, c'est vraiment là-dessus que vous avez tout. Et le mémo du pilote VFR, c'est un petit guide aussi, je l'ai sous la main là, qui contient vraiment beaucoup d'informations qui sont très utiles pour préparer votre vol. Donc, quand vous préparez votre vol, avant votre navigation, avant même vos tours de piste, si vous êtes en phase de tour de piste, vous pouvez venir et consulter ces deux guides-là. Parce que si les instructeurs vous posent une question, et ben la réponse, 99% de chances qu'elle soit dans ces 2 guides-là. Donc, j'ai mis sur la présentation comment les télécharger en format PDF, si vous ne les avez pas en format papier, mais au moins les télécharger en format PDF, vous aurez les dernières versions. Voilà pour aujourd'hui. Merci à tous. On était encore plus de 40 sur la présentation, au pic de la présentation. C'était très sympa. On espère que le format vous a plu. On continue à poser des questions sur le formulaire pour continuer. Et ensuite, on va vous envoyer dans le courant de la journée ou ce week-end un sondage pour un peu prendre vos retours sur comment se sont passées ces 2 premières, aujourd'hui et la semaine dernière, ces 2 premières séances de cours théoriques, comment ça s'est passé. Merci beaucoup.